Bonsoir tout le monde, il est 20h30. Bon, on a le quorum. Merci d'être là, je remercie le public. Pensez à éteindre vos portables. Bon, je vais faire l'appel. Alors moi-même, présent. Béatrice Bonvin. Présent. Alors Jacques Guet est excusé, donne pouvoir à monsieur Dominique Bonnet. Armel Théron, Caplin, présent. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot est excusée, donne pouvoir à Béatrice Bonvin. Jean-Paul Marchand, présent. Christine Abegère, par contre, elle ne s'est pas excusée, absente. Dominique Bonnet, présent. Marie-France Durand, absente. Jean-Joseph, bonsoir Jean, présent. Simone Bellet, présente. Guy David, présent. Marc Bedneau, présent. Philippe Passonnier, présent. Sylvie Rouzet, présente. Éric Ronel, présent. Stéphanie Duhamel-Richard est excusée, donne pouvoir à M. Marc Bedneau. Sonia Dukourov, absente. Emmanuel Sauteur est excusé, donne pouvoir à M. Éric Ronel. Cécile Combeau, bonsoir Cécile. Claire Carambeau est absente. Thomas Hamelot, logiquement il devrait être là, mais il est d'astreinte. Il est peut-être de sortie là. T'as entendu les pompiers? Bon, je vais mettre absent. C'est Jean. Hein? Et il a donné un pouvoir à Denis? Ok, alors excusez, donne pouvoir à monsieur Denis Durand. Dalila de Rolle, présente. Bruno Estampe est excusé, donne pouvoir à monsieur Roland Amar. Roland Amar, présent. Madame Isabelle Marchand, présente. Hélène Charnier, madame, présente. Fabrice Pichard, présent. Ah, il arrive Thomas? Ah, bon, ok. Non, de rien. On avait entendu les pompiers, on croyait que tu étais parti. Ok. Bon, maintenant, qui veut être secrétaire de séance? Un ou une? Béatrice? Alors, Béatrice, madame Béatrice Bonvin. Armel, non? Hein? Béatrice Bonvin. Ok. Ok. Avant l'ouverture de la séance, je vais vous demander de rajouter le point 6.2 à l'ordre du jour. C'est un avis dans le cadre de la consultation du public sur l'extension d'un hangar par la société Prec Lyon Rouge à Drousse-sur-Drouette. Ok. Pardon? Si, justement. Si, il y a une enquête publique. Ah, oui, c'est une information. Oui. Non, il va falloir qu'on donne un avis favorable ou pas favorable. Je vous expliquerai. Décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties. Approbation des procès-verbaux des séances du conseil municipal le 15 et le 29 septembre.
Avez-vous des observations? Non? Donc, tout le monde approuve? Ok. Décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil municipal. Alors, vous avez les tableaux, les arrêtés. Alors, vous avez l'arrêté permanent pris au 1er septembre au 31 octobre. Il y en a qui 3. Et après, vous avez les arrêtés provisoires pris du 1er septembre au 31 octobre. Donc là, il y en a toute une liste. Vous les avez lus, vous avez regardé, vous avez des observations à faire? Oui, moi, s'il vous plaît. Concernant l'arrêté du 1er 10, concernant l'euthanasie du chien, vous avez des explications un petit peu dessus là? Pourquoi est-ce qu'il a été euthanasié du coup? Il a mordu. Ouais. Comment ça se passe? Alors bon, je ne dirai pas de nom, hein, mais non. c'est résidentiel. Les gens se sont plaints. Dès qu'il était à l'approche d'une personne, il grognait. Mais la personne avait une amie chez lui, où le chien l'a mordu, qui a porté plainte. Donc on n'a pas pu faire autrement, malheureusement. On ne pouvait pas le laisser parce que dès qu'il s'approchait d'un enfant, il grognait. Il ne supportait pas les gens, quoi. Donc il y a eu toute une procédure qui a été mise en place. Et on en est arrivé là, quoi. Voilà. D'autres questions? Allez-y. Bonsoir tout le monde. Juste une question. Alors peut-être que l'arrêté a été pris entre-temps, entre cela et aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a eu la rue Normande bouchée sans en avoir été averti. Alors ils ont été sympas, hein, les gars de Veolia. Ils ont été très sympas parce qu'ils ont bouché la rue pour qu'on puisse certains sortir. Mais j'ai pas vu l'arrêté. Alors il a peut-être été pris entre-temps. Mais la raison, c'est que c'est un arrêté permanent. Ils ont un arrêté permanent, Veolia. Ok. Et à chaque fois, ils ne leur demandent pas, c'est systématique. Ok, mais est-ce qu'on pourrait être prévenu parce que quand le lundi matin, vous ne pouvez plus sortir votre voiture de chez vous, alors vous allez en réunion, c'est un peu gênant. Non, je comprends. Surtout que comme c'est une rue mal foutue, oui, c'est difficile de retourner en arrière. Okay. Voilà, donc je me permets parce que vraiment on a été très surpris. Donc tout le monde était là. Bon, cela dit, tout le monde, les gens arrivaient, oui, bien sûr, les gens du matin, les gens bougent. On a été surpris. Cela dit, ils ont été très corrects puisque moi, ils ont réussi à bouger pour que je puisse être à l'heure. Mais c'est un arrêté permanent, donc écoutez. Il y a un manque d'information. Oui, c'est juste ça. Un manque d'information. Bien sûr, voilà. Ok, j'en tiens compte. Et ça vaut pas que pour notre quartier, hein, ça vaut pour tout le monde, évidemment. Ok. Je vais le faire remonter à Veolia. Voilà. Moi, j'ai une question. Arrêté portant réglementation du stationnement à durée limitée par le disque, etc. C'est quoi l'arrêté? Parce qu'il y a toujours eu un disque. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Le premier, voire même le deuxième. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui a fait que ça a changé. Parce qu'il y a toujours eu des disques, il y a toujours eu... C'est les horaires qui ont changé, Oui, en fait, excusez-moi, il s'agit d'une modification des arrêtés permanents parce qu'il y a une nouvelle réglementation à disque sur la rue de Savonnières, avec ce qui vient d'être fait. Et l'autre, c'est une modification d'arrêtés permanents pour les transports de fonds. Il y a un distributeur qui n'existe plus à la Société Générale, donc il n'y a plus de marquage au sol, donc on est obligé de reprendre l'arrêté. C'est le même qui est remodifié en fonction de ce qui se passe sur la ville. Assurance de la commune. Une procédure sans publicité ni mise en concurrence a dû être mise en place. Conformément à l'article R2122-2 du Code de la commande publique, suite à l'infructuosité
des lots 1, 3 et 4 lors de l'ouverture le 15 juillet 2025. Dépli de l'appel d'offres. La date de démarrage du marché est fixée au 1er janvier 2026 pour une durée ferme de 48 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2029. L'assurance de la commune, lot 1, dommages aux biens. Il va être signé un contrat d'assurance avec Groupama, Centre-Manche, 10 rue Blaise Pascal, à Chartres, CEDEX, dans le cadre du marché surmentionné, pour un montant annuel de 49 004,33 € TTC. Sachez que, pour mémoire, le montant de cette même assurance chez le même assureur se chiffrait à 16 857,22 € TTC en 2025. Il a bien été augmenté. Alors, on a la chance d'avoir une assurance sur la commune. Parce qu'il n'y en a qu'une qui a répondu. Vous avez des communes qui n'en ont pas du tout. Sachez-le. Assurance de la commune, lot 3. Véhicule à moteur et à mission collaborateur. Il va être signé, là c'est la même chose, un contrat d'assurance avec Groupama. Donc pour mémoire, le montant de cette même assurance... Alors non, excusez-moi. Pour un montant annuel de 14 828,02 € TTC. Pour mémoire, le montant de cette même assurance chez le même assureur se chiffrait à 9 905,62 € TTC en 2025. L'assurance de la commune, lot 4, protection fonctionnelle. Il va être signé un contrat d'assurance avec le CFDP d'assurance, immeuble de Bonnel, 69003 Lyon, dans le cadre du marché surmentionné, pour un montant annuel de 242,68 € TTC. Cette protection fonctionnelle intervient en cas de litige opposant l'assuré à un tiers. Elle concerne les agents, les élus, fonctionnaires, salariés, bénévoles et stagiaires, dans le cadre de leurs fonctions au sein de la collectivité. Voilà. Donc ça a bien augmenté. On n'était pas loin des 39 000 € supérieurs. Pardon ? C'était bien négocié. Ah bah oui. Négocier. Négocier avec une assurance. Ah, quand tu as plusieurs assurances, tu négocies. On a négocié. Mais voilà, on avait les chiffres. Ah oui. Et en mutualisant différentes sortes d'assurances, parce que j'imagine qu'on a d'autres assurances que celle-là, sur la commune. Avec les écoles, avec... je ne sais pas s'il y a moyen, des fois, on peut arriver à trouver des mutualisations. Excusez-moi, je rapporte un petit peu de précision. Vous vous souvenez, l'an dernier, on a eu un sujet de discussion pour l'augmentation des dommages aux biens de 80%. Sur la prime initiale du marché, on a eu une augmentation de 80%. Qui a été passé en conseil, pour laquelle on n'avait pas d'avenant possible. En fait, on est pris. Aujourd'hui, les contrats d'assurance ont explosé pour les collectivités. Comme dit monsieur le maire, à la première consultation, sur certains lots, on n'a pas eu de réponse. Et on a 2 assureurs qui assurent les collectivités aujourd'hui en France, c'est la SMAC ou Groupama. Si l'un, en général, le sortant répond sur le lot qu'il avait, et le concurrent ne répond pas. Si le sortant ne répond pas, il n'y a personne. C'est ce qui s'est passé sur 3 lots. Donc on a repris contact avec Groupama qui était notre assureur sortant et qui nous a établi ses prix. Pour l'assurance dommages aux biens, on est aujourd'hui autour de 1,49 € du mètre carré dans nos bâtiments. Pour vous donner une idée, en tant que particulier dans nos maisons, on est entre 3 et 4 € du mètre carré. Donc les prix étaient très bas par le passé. Ils remontent sans être au niveau d'une habitation, hein, heureusement, mais on a quand même la chance d'avoir, malgré tout, une assurance, bien qu'il y ait une explosion des coûts. Moi, j'ai essayé d'y aller, pas au bluff, mais à la négociation un petit peu musclée. J'ai vite arrêté. Hein. C'était ce prix-là ou rien. Voilà. Bah oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas négocier. Le Sénat s'est d'ailleurs s'est emparé de la question parce qu'il y a énormément de collectivités en France qui ne sont plus assurées. On a la chance d'être assuré, malheureusement, c'est un coût, quoi. Voilà.
Ok. Maintenant, on va passer à l'aménagement de la rue de Savonnières, avenant numéro 1. Il va être signé l'avenant numéro 1 dans le cadre du marché à procédure adaptée relatif aux travaux d'aménagement de la rue de Savonnières pour un montant de 26 162,26 € hors taxes, soit 31 394,71 € TTC, et implique un écart de plus de 14%, 90%, du montant du marché. Cet avenant concerne les travaux complémentaires suivant pour un montant de 46 041,76 € hors taxe. Alors, les travaux, c'est considéré, c'est-à-dire un rabotage et évacuation enrobée de la chaussée, démolition, évacuation, revêtement de la chaussée, terrassement complémentaire pour mise à la cote du fond de forme, y compris évacuation en décharge, grave non traité, alors c'est 31,5 dixièmes, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? 0,131,5 en reprofilage, épaisseur entre 0 et 10 cm sur la chaussée. Couche d'imbrication sur la chaussée, création d'un cheminement en enrobé supplémentaire, y compris structure et bordure, fourniture, pose et contrôle d'ouvrage d'assainissement complémentaire. Des travaux en moins-value pour un montant de moins 19 879,50 € hors taxe. Décaissement de structure, existence et évacuation. Géotextile anti-contaminant. Et grave, non traité, 0,31,5, épaisseur 0,40. Voilà. Vous l'avez vu finir, à déterminer. Terminé. On m'a donné des chiffres, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ah ben d'accord. Bon ben je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait de mes papiers. Moi. Bon. J'aurais voulu vous donner le prix du... Bon ben à force de trier. Ah ça y est, je l'ai. Alors, le nouveau montant du marché public, hein, donc en montant hors taxe, c'était à 201 688,99 €, et le montant en TTC nous coûte 242 026 79 €. Voilà. Bon, je pense que c'est une belle réalisation. Ce qui a occasionné les travaux complémentaires, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une partie qui n'était pas prévue dans les travaux et que vous avez ajoutée. C'est Voilà, ça? C'est ça. On est d'accord. C'est pour la bonne compréhension du public. Et pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas été prévue? Ben, techniquement, vas-y. Oui, alors, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a deux volets. Il y a une partie qui était prévue en espace vert, qui a été transformée en trottoir en enrobé pour les places qui sont le plus vers la rue des Grands Moulins, le long du bâtiment de la ZAC de Savonnières. C'est un peu plus logique d'avoir un cheminement qu'un espace vert côté piéton, en fait, surtout au droit du stationnement. Et la grosse majorité de l'explication de l'avenant, c'est que nous sommes 2 maîtres d'ouvrage sur le site. Le conseil départemental pour le tapis d'enrobé et la ville pour tout ce qui est ouvrage d'assainissement, trottoir, tous les à côté. Donc 2 entreprises différentes. Dans le marché du département, il était prévu un rabotage des enrobés, donc c'est une grosse machine qui enlève la vieille route sur 6 cm. Et nous devions ensuite, nous, reprendre la structure sur une épaisseur de 40 cm. Mais l'interface des entreprises et des donneurs d'ordre a fait qu'il a fallu que nous intervenions sur la structure avant que le département missionne son entreprise pour raboter le tapis d'enrobé. Donc on a raboté le tapis d'enrobé pour le conseil départemental. En revanche, l'entreprise du conseil départemental est venue mettre ses camions sous la raboteuse pour récupérer les enrobés qui étaient à évacuer parce que contaminés aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. À la suite de ça, on a fait, je me mets dedans, hein, désolé, on a fait des tests de portance et il s'est avéré qu'on avait 50 mégapascales minimum sur l'intégralité, donc on n'a pas eu besoin de décaisser sur les 40 cm, on a décaissé que de 10, d'où la différence des épaisseurs
dans la grave non traitée 0,31,5. C'est la granulométrie. Ça va de 0 à 3,15 cm de taille de caillou. Donc étant donné qu'il y a eu une interface qui n'a pas pu se faire de manière fluide entre les deux nodeurs d'ordre, il y a une plus-value de prestation qui a été donnée à notre entreprise, mais qui n'a du coup pas été faite par le département. Donc en gros, c'est à l'équilibre, mais ici, ça n'apparaît que sur nos débours à nous. Voilà. On a une convention, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez passé une convention avec le conseil départemental pour les enrobés, et dans cette convention, l'ajustement s'est fait à l'euro, en fait. Voilà. Pardon. Ça veut dire que cette partie, il y a une partie de ce surcoût qui aurait dû être pris en charge par le département et qui en fait est pris en charge par la commune. C'est ça. Et alors à l'arrivée, est-ce que le département, est-ce que vous allez rééquilibrer les choses avec le département de façon à ce que nous, communes, puisque vous n'avez pas de responsabilité, si j'ai bien compris, enfin la commune n'a pas, revienne à l'équilibre et que on récupère cette somme. Exactement. Ok, merci. Ok. Maintenant, on va passer au marché public. Appel d'offres ouvert assurance de la commune, lot numéro 2, responsabilité civile et risque annexe. Alors, considérant que le marché d'assurance de la commune arrive à échéance le 31 décembre 2025, considérant l'infructuosité des lots numéro 1, dommages aux biens, numéro 3, véhicules à moteur, émissions aux collaborateurs, et numéro 4, protection fonctionnelle, c'est ce qu'on a passé tout à l'heure, ce que je vous ai dit. Je vous expose que dans le cadre de l'appel d'offres du marché d'assurance de la commune, seul le lot numéro 2, responsabilité civile et risque annexe, a été fructueux, avec une unique réponse de la part du courtier Paris Nord Assurance Service, mandaté par la compagnie Area Dommage pour un montant annuel de 9 949,88 € TTC. La durée du marché est de 48 mois à compter du 1er janvier 2026. Sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, le conseil municipal, je vous invite à m'autoriser, ainsi que son représentant, à signer le marché d'assurance, responsabilité civile et risque annexe avec la compagnie Area Dommage, qui a donné mission au courtier Paris Nord Assurance Service, Tours CB21, 16 place de l'Iris, 9240 qu'à Paris, La Défense, CEDEX. Alors, pour mémoire, le montant de cette assurance auprès de la SMAL se chiffrait à 8 326,87 € TTC en 2025. Vous avez des questions? Non? Donc, c'est encore légèrement augmenté. On en est arrivé à pas loin des 39 000 en plus. Voilà. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Finances. Créance éteinte. Considérant la transmission le 4 avril 2025 par le comptable public du service de gestion comptable de Chartres de l'État, arrêté en date du 27 février 2025, des produits irrécouvrables concernant les demandes de créances éteintes et d'admission en non-valeur. Considérant le courrier de la DGFI du 25 mars 2025 relatif à une décision judiciaire du 27 février 2025 au profit d'un administré pour l'effacement d'une dette de restauration scolaire d'un montant de 673,38 €. Considérant que les créances éteintes présentées font suite à une procédure de surendettement, la perte de ces créances s'impose à la commune d'Épernon et au comptable public que pour plus aucune action de recouvrement n'est possible. Après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à prendre acte à la répartition des créances éteintes comme indiqué ci-dessus. Préciser que les crédits sont prévus au budget 2025 de la ville. Bon, on ne peut pas faire autrement. Là, il y a eu un surendettement. Bon, c'est une famille
Voilà. Tout a été mis en place. On en est là. On y a droit tous les ans, hein, malheureusement. Il y a des gens qui... Donc on va passer au vote. Ah oui, pourquoi? Oui, c'est vrai, vous avez raison. On est OK. Merci. Remboursement du trop perçu stationnement payant. Alors, je vous propose aux membres du conseil municipal d'autoriser le remboursement des trop perçus aux usagers qui sont en mesure d'apporter la preuve d'un paiement multiple ou de débit multiple ou d'un paiement surfacturé portant tout à la fois sur le même véhicule et sur toute ou partie de la même période. Les usagers pourront, sur demande faite auprès de la police municipale, solliciter le remboursement du stationnement payé plusieurs fois. Il revient aux usagers d'expliquer les circonstances et d'apporter tous les éléments justificatifs en leur possession de nature à démontrer l'existence de leurs créances, notamment en prouvant les sommes effectivement versées et prélevées, lesquelles doivent être formellement imputables aux mêmes usagers, pour le même véhicule et pour toute ou partie de la même période, à défaut de quoi la demande sera rejetée. Si les vérifications par la commune confirment le paiement multiple, les débits multiples ou les paiements surfacturés, il serait procédé au remboursement du trop perçu. Sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à autoriser le remboursement du trop perçu relatif au stationnement payant dans les conditions énoncées ci-dessus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On a eu des personnes qui sont intervenues parce qu'on a eu des horodateurs qui ont plusieurs fois qui ont bugué, c'est exactement ça, qui ont payé plusieurs fois sans le vouloir. Il y a eu des problèmes de ce côté-là. Donc, voilà, cette délibération permettra, qui nous prouve, voilà, avec documents, qu'on puisse les rembourser. Ça ne concerne que des gens qui ont payé leur stationnement sur horodateur. Ça ne concerne pas des gens qui ont eu plusieurs contraventions en étant sur le même endroit, en dehors de tout horodateur. Ah bah, contravention, non. Hein. Non, c'est les horodateurs. C'est que les horodateurs. Le paiement des horodateurs. Ok. Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas contents au départ parce que ça a été payé plusieurs fois alors que... Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas eu de procédure, il n'y a pas de procédure de côté de la mairie. Ah non, c'est non, juste, ils sont juste pas contents parce qu'ils ont trop payé. Ah, ils ont raison. Hein. Oui, bien sûr. On l'entend, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais je veux dire, Oui. c'est des gens qui se rendent compte que ça a été perçu plusieurs fois, qu'ils ont dû payer plusieurs fois. Ils ont dû payer plusieurs fois, que le horodateur a bugué. Et voilà quoi. Et qui viennent vous le dire. Voilà, c'est ça. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. On va passer au point 5, urbanisme, aliénation de la parcelle AB 484, 36 rue Normande, rapporteur Madame Armelle Théron-Caplin. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Considérant l'avis favorable de la commission d'urbanisme du 5 novembre 2025, je vous expose que la commune souhaite vendre le terrain initialement cadastré AB 341, situé 36 rue Normande. Pour vous remémorer, ça va vous être dit plus tard, mais nous faisons suite à la délibération du précédent conseil municipal sur déjà une partie. Il a au préalable été décidé une division parcellaire afin de pouvoir en conserver une partie dans le domaine public communal pour faciliter l'entretien des abords du terrain, en conserver une autre partie dans le domaine communal et à céder une partie conformément à la délibération du conseil municipal numéro 2025-46 du 29 septembre 2025, dont vous avez le schéma à l'écran. La parcelle AB 341 a donc été divisée et cadastrée comme suit. D'une superficie de 1463 m² cadastrée AB 484, objet de la vente,
une superficie de 6 mètres carrés cadastrée AB 481 cédée en l'état dans le domaine public de la ville, une superficie de 304 mètres carrés cadastrée AB 483 conservée en l'état par la ville, une superficie de 469 mètres carrés cadastrée AB 482 cédée par délibération numéro 2025-46 du 29/09/2025 à M. Lopez de Oliveira et Mme Séguin. La valeur vénale de la parcelle AB 484 a été estimée par les domaines à 67 140 €, assortie d'une marge d'appréciation de 10%. Il est proposé au conseil municipal une vente par soumission sous pli cacheté. Cette procédure permet la sélection du candidat sur la base des critères objectifs et garantit la confidentialité quant au prix proposé. Cette vente fera l'objet d'une publicité par voie d'affichage sur les panneaux de la mairie, sur le site internet et les réseaux sociaux de la commune, ainsi que dans la presse, notamment dans l'Écho républicain. Chaque candidat devra préalablement à la remise de sa candidature avoir pris connaissance du dossier de consultation comprenant le cahier des charges doté d'un plan de situation, le règlement du plan local d'urbanisme de la zone UBB, un formulaire type de proposition de prix valant acte d'engagement. La commission d'appel d'offres se réunira à huis clos et choisira le candidat qui aura présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Les montants ne comprennent pas les frais d'acte authentique qui seront supportés par les acquéreurs, suivant des comptes établis par le notaire rédacteur de l'acte, ainsi que la fiscalité afférente à la vente. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la vente de la parcelle AB 484 par soumission sous pli cacheté et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette vente. Voilà, monsieur le maire. C'est la suite du précédent conseil municipal. C'est la suite de la parcelle. Alors, moi, je vais voter non. Malheureusement, je ne pouvais pas être présente à la commission d'urbanisme parce que les délais font que parfois on ne peut pas être présent. Et je vais vous dire pourquoi je vais voter non. Alors d'abord, je vais voter non parce que petit à petit, on voit cette zone qui était une zone qui a perdre son charme, perdre ce côté forestier qui est quand même qui est assez magique et où on voyait jusqu'à il y a peu beaucoup de gens se promener le week-end et de moins en moins, et notamment des randonneurs. Qui apportait aussi de la vie, etc., dans le village, ou dans la ville, comme vous voulez. Donc voilà, il me soucie qu'on conserve, qu'on travaille enfin, qu'on revienne à quelque chose d'un peu plus charmant dans notre commune, parce que c'est ce que les gens me disent tous les jours quand je les rencontre, les Sparnoniens, on a envie de ça. Par ailleurs, je suis assez régulièrement atterrée de ce qui est actuellement construit en termes d'architecture dans notre ville. Donc je n'ai plus je le dis très clairement, très franchement, je n'ai actuellement plus aucune confiance, et je sais que les villes ne sont pas nécessairement aidées par la législation nationale, j'ai conscience de l'ensemble des difficultés, vu le nombre de lieux où je me rends sur ces sujets-là, mais je suis assez atterrée de voir comment est en train de se déniapper un style sparnonien qui était un art de vivre esthétique entre la nature, la ville, les différentes époques, qui petit à petit est dénaturé. Et tant que nous ne retrouverons pas une force de respect environnemental et architectural qui soit respectueux de ce que pourrait être et de ce qu'était la ville d'Épernon, je me refuserai à continuer à accepter des projets qui sont très aléatoires. Parce que les dernières choses que je vois construire à Épernon, pas toutes, mais pratiquement toutes, c'est assez... il y a de quoi se poser des questions, y compris dans les cônes de vue de nos monuments historiques. Voilà, donc ce sera non. Non. Oui, on est petite cité de caractère, on a un SPR, on est suivi Justement. On est suivi par les Bâtiments de France. Je sais.
je sais bien Ok. tout ça, mais je constate. Est-ce que Néanmoins, la route de Boulard, constate. comment vous considérez la route de Vous Boulard? le savez, je vous l'ai dit Si 50 je vous fois. entends, il aurait fallu laisser la route comme elle Non, était mais monsieur le maire, auparavant. ça c'est archi faux. Simplement, on a fait de cette route de Boulard, qui était une route forestière, on en a fait une route, c'est très propre, hein, je ne vais pas dire ça, c'est ok, c'est très propre, mais on en a fait une route, un lieu pavillonnaire. Or, s'il y avait autant de randonneurs, surtout qu'il y a des jolies montées à faire pour rejoindre des tas de jolis lieux juste au-dessus, si on avait autant de randonneurs autrefois et autant de gens qui se promenaient le week-end qui n'y viennent plus, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça perd son charme. Et quand vous discutez avec les gens le constatent. Ouais, Donc excusez-moi, excusez-moi. je n'ai jamais dit, je les connais bien les nids de poules de la rue de Boulard, je les ai pratiqués très David- très longtemps, David Verpernon. y compris en vélo avec mes enfants. Mais voilà, entre dire, il faut faire du propre, ok, c'est une évidence. Entretenir les sites, c'est une évidence. Mais les dénaturer parce qu'on n'arrive pas à faire, parce qu'on n'a pas les bons conseils, parce qu'on n'a pas les bonnes idées, parce que je ne sais pas, on a un nouvel responsable ABF qui a bonne réputation, donc j'espère que ça va faire évoluer les choses. Mais pour l'instant, moi, je fais le constat, et je fais le constat de la dernière construction que j'ai vue notamment à côté de chez moi, en plein cône de vue de la mairie. J'avoue que j'en reste pantoise. Et je sais qu'il y a bataille avec les ABF, etc. Mais nous, en amont, je pense que si j'en juge les travaux qu'on avait fait dans le cadre du PLUIH, je pense que nous aurions pu définir des zones beaucoup plus précises, nous aurions pu nous saisir d'éléments législatifs beaucoup plus forts pour nous protéger le maximum, puisque l'État, en plus, l'État nous protège moins. Donc, c'est à nous d'être plus forts. Donc, moi, je ne supporte plus qu'on en les dise. Certaines zones, il y a des zones qui sont très contemporaines, on peut comprendre les choses. Il y a des zones qui sont à préserver absolument. Pour moi, la route de Boulard en fait partie. Oui, alors écoutez, Madame Charrier, je vois sur la ville, vous en faites pas une bonne publicité déjà, je regrette. Quand vous arrivez de la route du rond-point d'Ambert, quand vous regardez la ville, il n'y a pas plus vert. Monsieur le maire, il n'y a c'est pas plus vert. Justement, on est dans un les écran. gens que je vois souvent, des gens, moi le dimanche, qui se promènent, j'ai vu il n'y a pas longtemps des Américains, on a discuté, ils ont trouvé la ville charmante, et vraiment charmante. Vous êtes la seule à être comme ça. Non, je monsieur le regrette. maire, ne dites pas que je suis la seule, sinon je vous donne la liste des gens qui sont prêts à vendre donnez-moi leur la maison. liste. Donnez-moi la liste. Qui sont prêts à vendre, Donnez-moi la liste. leur Bon, maison. enfin. Ce serait de la délation, mais franchement, monsieur, Oui, mais écoutez. vous regardez juste le côté, l'avenue de la Prairie avec les deux. Mais Non, mais même. Mais- Bon, écoutez, je vous ai écouté. je vous voterez contre. donne mon avis. Vous donnez votre avis, mais je vous écoute. voilà, Il n'y a pas de souci. vous avez Il y a pas de souci. parfaitement le droit d'en avoir un autre, c'est pas le souci. Mais vous me demandez mon avis, je vous le donne franchement. Moi, je vois ce qui a été construit il y a un mois de ça dans le périmètre de l'église. J'avoue que ça me sidère. Alors, je sais bien qu'il y a eu une négociation avec les ABF, etc. Il y a des ABF, madame. Oui, mais il y a un moment donné, il y a un... Enfin, Il y a un PLUI, il y a tout ce qu'il faut. On a des moyens de se battre pour aller beaucoup plus loin. On a les moyens d'être nettement meilleurs. Je sais très bien ce qui est Vous savez très dit. bien que ce que vous parlez de la maison actuellement, je vois ce que vous voulez dire, qui n'est pas loin de chez vous. Si jamais on avait contré, ils nous auraient fait un recours, on aurait perdu. Les choses se jouent en amont. Voilà, et comme m'a dit il y a quelques... les ABF, on aurait perdu. Comme m'a dit il y a quelques mois l'une de nos conservatrices régionales qui s'occupe de chez nous, enfin de notre zone, hein, nous avons un problème de cercle vicieux. Voilà. Bon, bah, écoutez... Je cite. Okay. Je cite. Donc moi j'aimerais bien qu'on renverse la peur. Et si on crée un cercle vertueux, on va tous le créer ensemble et on va tous le suivre. Et moi j'aimerais bien qu'on passe de ce côté-là pour cesser de partir dans cette direction qui est dommageable. Et alors en plus sur le plan qualitatif c'est plus que discutable. Hein. Enfin pour les habitants, pas pour nous. Hein. Bon, ben, on vous a entendu. Donc on va passer au vote. Pas d'autres... Non, c'est bon. Alors, qui est-ce qui est contre? Madame Charrier. Qui est-ce s'abstient? Qui s'abstient? Qui est pour? Le reste du conseil. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer... Alors, oui. Point 6, administration générale. Motion contre la création d'un établissement public foncier d'État. Alors, vu la motion de l'Assemblée générale de l'EPFLI, le Cœur de France, et le rapport de son président
EPF local accompagnant le territoire, vu l'engagement de l'ensemble des collectivités locales sur les politiques foncières et la revitalisation des territoires, vu le principe de libre administration des collectivités territoriales, considérant la nécessité de ne pas alourdir la pression fiscale sur les ménages et les entreprises du centre Val-de-Loire au profit des structures qui n'apporteraient rien de plus, ça y est, c'est bon? Considérant l'action de l'EPFLI foncier Cœur de France en faveur des collectivités territoriales, je vous expose l'EPFLI foncier Cœur de France, créé en 2019, couvre aujourd'hui 5 départements. 2009, excusez-moi. Créé en 2009, couvre aujourd'hui 5 départements, dont l'Eure-et-Loire, représentant 1 075 000 habitants, pour près de 32 établissements intercommunaux regroupant plus de 650 communes. Pour la commune, le PFLI intervient dans le cadre de partenariats pour les opérations d'équipement et d'aménagement, comme par exemple pour l'immeuble du 4 rue Drouet. Le PFLI remplit parfaitement son rôle avec des coûts de fonctionnement minimisés. L'État étudie actuellement un projet de création d'un établissement public foncier d'État compétent sur toute la région Centre-Val de Loire. L'initiative de l'État remettrait donc en cause le fonctionnement de l'EPFLI, outil foncier local efficace, proche des besoins exprimés sur notre territoire pour les élus, impliqués au quotidien sur les sujets majeurs, revitalisation des centres-bourgs, réhabilitation commerciale, portage foncier pour la création d'équipements structurants, gestion des friches. La superposition qu'envisage l'État avec la création d'un EPF national entraînerait également un alourdissement de la fiscalité prélevée sur les territoires déjà adhérents à l'EPFLI, qui seraient alors soumis à une contribution additionnelle au profit de l'EPF d'État, indépendamment de leur volonté. Par ailleurs, toute nouvelle adhésion EPFLI deviendrait juridiquement impossible, fragilisant la pérennité de l'établissement. Lors de sa séance du 25 mai 2025, donc j'en faisais partie, l'Assemblée générale de l'EPFLI a adopté une motion s'opposant à la création d'un établissement public foncier, EPF, d'État sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Monsieur Ariel Lévy, président de l'EPFLI, a sollicité les collectivités et l'EPCI membres afin que ceux-ci prennent à leur tour une délibération portant mention pour s'opposer au projet d'État. Alors sachez qu'il y a une délibération qui a été faite à la communauté de communes des Porte-Auréliennes et une aussi au conseil départemental pour cette mention. Cette délibération sera transmise au ministre du Logement. Sur exposé présenté après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à refuser catégoriquement la création d'un établissement public foncier d'État sur le territoire du Centre-Val de Loire, refuser tout prélèvement de fiscalité supplémentaire auprès des ménages et des entreprises du territoire en faveur d'un outil d'État qui n'apporterait rien de plus que d'outil local, faire respecter les actions menées à ce jour par l'ensemble des acteurs locaux en faveur de l'attractivité de leur territoire avec le soutien de l'EPFLI foncier Cœur de France. Respecter le principe de libre administration des collectivités locales, affirmer que l'EPFLI Cœur de France remplit parfaitement son rôle auprès des collectivités locales et souhaite maintenir ses actions, lesquelles sont reconnues par des opérateurs et les partenaires institutionnels. Affirmer qu'une fiscalité choisie est plus profitable au territoire qu'une fiscalité subie. Voilà. Ça concerne toutes les communes, alors ? Toutes celles qui sont adhérents. Voilà. Donc, moi, j'avoue que on risque de... Pardon ? Ça va être voté dans chaque conseil. Dans ceux qui sont adhérés, maintenant, on fait ce qu'ils veulent, hein, moi, maintenant. Mais je pense qu'il faut éviter que ça soit pris par l'État, parce que ça va être au niveau cotisation, on va y avoir droit. Et il faut dire qu'actuellement, par exemple, la rue Drouet, on est en relation avec une personne directe, avec la région. Ça fonctionne très très bien.
Mais j'imagine mal l'État reprendre ça en main, parce que là, on ne sait pas à qui on va s'adresser. Donc voilà. Oui, ce qui nous interpelle dans cette motion, c'est que finalement, vous nous demandez de nous prononcer d'une façon assez radicale, hein, c'est catégoriquement refusé, finalement en nous donnant quand même assez peu d'éléments d'analyse. Bon, moi j'ai un peu regardé avec le temps que j'ai. C'est vrai, bon, le problème de la fiscalité, c'est ennuyeux, bon, évidemment. Mais pourquoi l'État crée-t-il des établissements publics fonciers si ça serait pour faire complètement doublon avec un établissement public local? On ne voit pas trop l'intérêt. C'est pour ça que j'ai un peu regardé le rapport des établissements publics fonciers d'État qui existent. Et en effet, dans un certain nombre de régions, leur valeur ajoutée, c'est les friches. Parce qu'en effet, dans beaucoup de régions, vous pourrez vérifier, les collectivités et les établissements publics locaux n'ont pas, hélas, les moyens d'analyse ou les moyens financiers pour acheter des friches à des propriétaires, les dépolluer, les préaménager, les réaménager, les revendre à des prix tout à fait corrects, et que donc les friches industrielles, c'est très compliqué, et les EPF d'État ont un savoir-faire que, apparemment, beaucoup d'établissements publics locaux n'ont pas. Donc c'est vrai qu'on manque d'éléments d'analyse. Il nous faudrait dans cette note quand même à tout le moins une sorte de comparatif pour voir, parce que bon, si c'est pour créer des doublons, l'État, ce serait complètement absurde. Donc à un moment donné, il y a bien quand même une valeur ajoutée dans l'esprit du gouvernement ou du législateur pour créer des établissements publics d'État. Parce que si c'est que pour faire du doublon, ce serait complètement absurde. Donc il nous manque d'éléments de comparaison pour savoir quel serait quand même le plus de ces établissements publics d'État. Voilà, il faut quand même davantage d'éléments d'analyse avant de refuser catégoriquement au vu de quelque chose qui est quand même assez schématique. Voilà. Donc nous, on s'abstiendra si on n'a pas d'éléments un peu plus fournis, quoi, hein, pour voilà. la réflexion. Oui, pour oui. la réflexion. Mais ça, c'est... Comment dire, c'est une copie que tout le monde a dans les mains. Il n'y a pas de modification à faire. Comment vous expliquer voilà, oui, mais justement, c'est du prêt-à-penser. Mais moi, j'ai besoin, comme d'autres, d'analyse, d'éléments d'analyse. Le prêt-à-penser, pour un élu, ça suffit pas. Rappelez-vous que lorsque Mme Ramon avait adhéré, vous vous souvenez du débat qu'il y avait eu? Vous vous souvenez? Parce qu'on parlait de cotisation, que ça allait lui coûter. Mais on en a eu besoin lorsqu'il y a eu justement cette pollution rue de Savonnière. On n'aurait pas été capable, nous, en tant que commune, de pouvoir... C'est eux qui ont pris ça en main, le PFLI. Ça a très bien fonctionné avec la région. Voilà. Mais effectivement, les friches industrielles, qui est quand même un sujet majeur dans notre zone industrielle, on met ça un petit peu sous le boisseau, on a mis des fois des gros... on est en train d'y travailler avec la communauté de communes. Ça m'intéresse que nous fassiez un retour là-dessus. On va vous faire un retour. Voilà, parce qu'on on va en parler. On va parler de l'eau tout à l'heure, mais on sait que dans ces friches, il y a quand même une zone qui est complètement bétonnée pour justement la protéger de la nappe d'en dessous. Donc il y a un vrai sujet quand même sur ces friches. Vous avez raison. Et donc c'est vrai que nous, ce qu'on avait compris, c'est que le PFL d'État permettait justement peut-être d'avoir cette compétence particulière. Maintenant, c'est vrai que là, on va s'abstenir, c'est que ça va impliquer une cotisation supplémentaire qu'on ne souhaite pas pour les habitants. Ok. Est-ce que vous avez discuté avec... quel est le travail qui a été fait entre les 650 communes, hein, c'est ça celui-là Est-ce que vous êtes concertés? Est-ce qu'il y a eu des réunions d'information? Ou est-ce qu'on décide chacun dans notre petit coin sans savoir ce que l'autre va penser? Ce qui du coup nous amène à quelque chose on est peut-être pour un coup d'épée dans l'eau là. Concertation entre les communes. Non. Parce que ça aurait pu être... l'Assemblée générale, il y avait des communes qui étaient là. Hein. Il y a une bonne partie des Et à communes... l'AG, vous en avez parlé donc? Oui, on en a parlé, mais tout le monde était d'accord sur cette mention. Pas de souci. Hein. Voilà. Donc c'est un sujet que vous avez abordé. Donc on a des chances, on peut imaginer que ce sera réellement refusé par l'ensemble des communes. Ou l'essentiel des communes. C'est une motion. Hein. Maintenant, oui, bien sûr. L'État là-haut, oui, bien sûr. Hein. Mais est-ce que les 650 communes sont solidaires et quitte à éventuellement faire travailler mieux ou un peu différemment le PFLI en cours, ou est-ce que on va payer quand même? C'était l'histoire aussi de la cotisation. Hein. Tout le monde a vu qu'après il y avait une histoire de... Voilà. Non, mais ce qui manque vraiment, ce qu'on est en train de se dire, ce qui manque vraiment, c'est
Quelle a été la motivation de l'État pour proposer ça? Il y a avait eu une bonne raison. motivation. On sait que du côté de Dreux, là-dessus, ils sont pour un EPFI État. Mais alors pourquoi? Ah, on est bien d'accord. Là, effectivement, comme le dit Monsieur le maire, la communauté d'agglomération de Dreux est en partie à l'origine de cette demande parce qu'elle a des territoires qui vont jusque dans l'Eure, du côté de Nonancourt, et la compétence PFLI du côté Normandie et pas aussi, je vais dire, je ne vais pas me faire de copains ce soir, mais est moins pointue sur les histoires de friches que celle que le PFLI qui œuvre chez nous. Donc effectivement, à la suite de cette carence, il y a eu une incursion pour la création d'un EPFL d'État qui aurait eu aussi mainmise sur le département, en forme de concurrence, on va dire. Alors ce que vous dites, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que le PFLI actuel a donc compétence sur les friches. Oui, regardez ce qui s'est passé chez Le Corps, par Chez exemple. Le Corps, c'est ce qu'on Le a Corps, fait. Expansiance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, non, mais je me souviens très bien de ça, mais je pensais que c'était vraiment un petit... Ah oui, je me souviens. Mais c'était un petit projet et que, voilà, c'était une compétence particulière. Mais par contre, sur la zone industrielle, c'est un autre chantier. Un autre chantier. Et là, il y a un travail avec la préfecture sur ça et la communauté de communes sur les friches. Bon, on vous en reparlera. Non, mais juste pour terminer, évidemment, les friches, c'est partagé comme compétence. Mais après, quand l'État met au pot plusieurs millions d'euros dans le cadre d'un fonds friche, ça dépasse largement les capacités financières d'intervention d'un EPFLI local. Et donc, voilà, l'État met de l'argent au pot. Et en effet, dans différentes régions, ils investissent des millions d'euros dans un fonds friche pour requalifier les friches. Donc, on est dans une ampleur financière qui est beaucoup plus large. Ouais, donc, il faudrait en tenir compte. Voilà. Oui, mais attendez. Quand je vois ce qui se passe en ce moment au gouvernement au niveau du budget, on va voir. Hein. Ça va peut-être changer. Justement, si l'État... Mais je souhaite que ça va le faire, hein, on est d'accord. Mais justement, si l'État apporte des millions d'euros au pot, ça vous rend service, puisque vous, le budget sont contraints. C'est justement une bonne raison. Si l'État met de l'argent, ça vous intéresse. Enfin, j'imagine. Ok, entendu. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Madame Marchand, Monsieur Fabrice Pichard et Monsieur Roland Hamard. Monsieur Bruno Estampe aussi. Hein. Et qui est pour? L'ensemble, le reste du Conseil. Merci. Le point 6.2. Avis dans le cadre de la consultation du public sur l'extension d'un hangar par la société Pré-Lion Rouge à Drous-sur-Drouette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un article sur le journal là-dessus. C'est passé à la télé? La préfecture d'Eure-et-Loir procède à une consultation du public sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Pré-Lion Rouge pour l'extension d'un entrepôt logistique situé ZAC de la queue d'Hirondelle, avenue de l'Europe, à Drous-sur-Drouette, du 27 octobre 2025 à 9h au mardi 25 novembre 2025 à 18h. Les conseils municipaux des communes limitrophes sont appelés à formuler un avis sur ce dossier. La société Pré-Lion Rouge est propriétaire de l'entrepôt, alors à Haut-Somme, je me nomme, qui assure une activité logistique. Le projet porte sur la construction d'un nouveau bâtiment d'entreposage composé d'une cellule appelée cellule 3, d'une emprise au sol de 5689 m² pour un volume de stockage de 64 455 m3. La cellule 3 est destinée à accueillir une activité logistique ou de messagerie, réception des produits avec un approvisionnement de poids lourds, stockage des produits, préparation des commandes, l'expédition des produits par route, par poids, lourds et petits porteurs. Le principe risque lié à ce type d'activité est l'incendie du fait de la nature du produit stocké. Les produits de grande consommation ne représentent pas de danger en soi, mais leur combustibilité ramènerait à l'échelle du stockage environ 5198 tonnes de matière combustible stockée dans la cellule.
présente un risque d'incendie de grande ampleur. En application du Code de l'environnement, le classement du site au titre de législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement relève de la rubrique 1510. L'activité est soumise à enregistrement. L'activité de la cellule 3 ne modifie pas le classement ICPE du site. Sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à rendre un avis favorable au projet d'extension d'un hangar par la société Pré-Lion Rouge à Drou-sur-Dourouette. Bon, maintenant, moi, je vous demande votre avis. Donc, ça a été délibéré à Hanche. Ça a été délibéré à Drou. Avis favorable. Maintenant, il nous demande, nous, de donner un avis favorable ou défavorable. Mais ça vient d'être mis dans l'ordre du jour. C'est un peu compliqué de délibérer comme ça sur la base. Le problème, et je pense qu'il faut le reporter au moins au prochain conseil. Enfin, moi, je veux bien qu'on le reporte, mais alors attendez, parce que si j'ai demandé, c'est que il faut une réponse avant le 25 novembre à 18h. Bah oui. Et on ne pouvait pas le mettre. Il n'y a pas que la question de l'incendie. Ça fait combien de camions, tout ça, tous les jours pour les gens, et ils vont passer où? Est-ce que chaque fois qu'il y a un entrepôt comme ça qui se crée chez nous, il y a la comme aussi de Rambouillet qui hurle en disant non mais nous aussi ça nous impacte, à quel moment on discute vraiment ensemble pour se rendre compte des choses. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos, quoi. C'est-à-dire que... Ouais. C'est que dans il y a une zone par là-bas là, qui est plutôt du genre accidentogène. Plus on met de camions, plus tous les gens qui prennent les petites routes, ils savent que les camions dans nos coins, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'ils respectent pas toujours la législation routière. Là aussi, c'est bien de nous demander notre avis, mais c'est un peu à brûle-pourpoint et il faudrait rendre un avis assez tranché, quoi, défavorable ou pas, sur une question qui est quand même particulièrement complexe. On sait que les Dorasiens ont quand même protesté contre l'entrepôt logistique, je ne sais plus le nom de quelle entreprise. C'est les mêmes. Hein. Voilà. Et là, c'est eux qui défendent le projet. Là. Oui, très bien. Mais bon, moi, je ne suis pas élu à Drou. Et en tant qu'élu d'Épernon, on peut quand même s'interroger sur les conséquences que ça pourrait avoir sur notre commune. Le fait qu'il y ait des, je ne sais pas, X centaines de camions, il faudrait les quantifier d'ailleurs, sur notre commune. Quelles sont les conséquences en termes de déplacement, de circulation, de pollution c'est quand même assez important pour notre commune. Donc c'est quand même difficile de se prononcer vu les enjeux comme ça, à brûle-pourpoint. Vous voyez, c'est pas possible. Écoutez, chacun donne son avis. Hein. Moi, Marc, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que de mémoire, il y a quelques années, il y avait une société qui s'appelle Aptive qui voulait s'agrandir, et Drou a refusé. Parce que c'était polluant, ça ramenait potentiellement des camions, et en plus, je parle pas de visu. Non, c'est pas Active. C'est pas Active? Ah non, c'était la logistique. Non, si, il y a eu Active aussi. Si, il y a eu Active. Et après, il y a eu deux sociétés, alors là, je sais pas le détail, où il y avait de la logistique, où c'était des entrepôts, où ils ont refusé parce que ça allait abîmer les routes, créer de la circulation et tout. Et là, maintenant, c'est chez eux, là, ils acceptent mon avis. Ah non, mais vous donnez votre avis. Hein. Voilà, je demande si c'est favorable ou pas favorable. Ils ont refusé quand nous, il y avait eu Active et l'autre société d'entrepôt, et ils ont dit niet, ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, eux, ils nous demandent de faire la même chose et de dire oui. Non, mais un avis doit être, excusez-moi, doit étayé par une analyse et une sorte de réflexion en termes de conséquences sur notre commune. Donc moi, je me permets gentiment d'interpeller les collègues. Comment pouvons-nous rendre un avis en n'ayant aucun élément d'analyse sur les conséquences qui peuvent avoir lieu sur Épernon? Moi, je ne suis pas élu à Drou, hein, donc ils ont dit oui, mais voilà, nous, comment peut-on se prononcer quand on voit toutes les conséquences potentielles qu'il pourrait y avoir sur notre commune et les répercussions? Il y avait Drou, Hanche. Alors, ils ont donné un avis favorable à Hanche, je crois. Si. Hein? Non, on est que 3. Non, c'est la queue d'Hirondelle, c'est Épernon. Oui, mais la commune d'Émancé, elle dit quoi?
Non, ils n'ont pas. Non, non, ils n'ont rien à dire. Non, mais elle peut ne pas avoir à statuer, mais elle Non, peut non. avoir à donner son avis. Elle a le droit de donner son avis néanmoins, parce qu'elle est concernée bah, au premier chef aussi. Hein. Mais après, ça Parce se que passe c'est- à Drou avec à donner son avis. Nous, là, c'est le conseil municipal. Oui, non, mais j'entends bien, mais est-ce qu'on il pourrait nous donner une information quant à quant à eux, comment ils le vivent aussi, puisqu'ils sont directement concernés, même s'ils ne alors, sont pas dans le écoutez, même département. moi- Mais- on peut être, quel est le propos, pardon, Roland, quel est le propos qui va être tenu dans la consultation? Est-ce que ça concerne que cette notion d'incendie, puis on vous donne des chiffres de volume, Non, machin, mais- ou est-ce non, qu'on mais- nous donne d'autres informations précises Non, mais- concernant notamment ce problème des camions qui est essentiel dans des zones comme les nôtres où nous avons des petites routes et avec des obligations les uns et les autres d'être sur la route puisque on est dans une zone rurale. Ah, est-ce que je peux vous lire une partie de l'article là que M. Bulliard, le maire, avait. Ça vous dérange pas? Alors, avant le conseil municipal, le maire a détaillé ce projet et il est revenu sur l'historique de ce site industriel. L'entreprise Hobson, qui vend toutes sortes d'articles de plein air, mais aussi de bazar pour la maison, s'est installée dans un environnement, dans environ 11 000 m² d'entrepôt qui existait déjà en 2020. Ce site était devenu une friche depuis plusieurs années. Il avait été créé en 1995 pour déjà recevoir des activités de logistique et avait été classé à l'époque à la rubrique entrepôt. Poursuit Jean-François Bulliard, s'il m'entend. Puis en 2013, le propriétaire avait cessé son activité de logistique pour y mettre une imprimerie avant que l'activité ne s'arrête. Au vu de cette histoire, le maire considère qu'il est important qu'on réponde aux besoins de l'entreprise Hobson si elle a besoin de s'agrandir. Même si dans un premier temps, c'est la société Prike Lion Rouge qui aménage cette extension pour des besoins futurs. Mais nous souhaitons que cette entreprise reste dans la commune et que les terrains ne redeviennent pas une friche. Voilà. Est-ce qu'il parle aussi de l'impact que ça aura sur l'emploi ou pas? Il y a des créations d'emplois, j'imagine. Oui, oui. Mais il n'en parle pas. Enfin, écoutez, moi, je le fais parce qu'il y a une date. Le reporter... Moi, chacun peut s'exprimer, on peut voter, vous dites, voilà, Mais non, mais c'est pas le fait Faites comme vous voulez. de voter maintenant. C'est-à-dire que on vote pas, on reporte, on laisse tomber. c'est-à-dire que comment peut-on Donnez votre avis. comment peut-on apprécier les Alors, moi, conséquences et les on va répercussions? voter, on va voter. On ne peut pas les apprécier. On n'a pas d'éléments, comme dit Hélène. Comment on peut pas reporter, hein. On peut pas reporter. Parce que si on est interpellé par n'importe quel Sparnonien dans la rue, vous êtes élu, il y a plein de camions, si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez voté? Qu'est-ce que je réponds? Je me fais engueuler, je suis pris pour n'importe qui. Non, Quelqu'un les qui ne camions, réfléchit on les pas. voit pas passer. Non, non, ils passent pas. Non, mais par je les sais rien, mais Pernon c'est grand, donc on sait rien. Justement, on ne sait pas par où ils passent. Ah oui, mais qui est Dans la capable de route dire d'Orpha. qu'ils vont pas impacter la circulation sur la commune d'Épernon, vers le haut, Non, dans la non, zone non. industrielle? Non, non. Ben, on n'en sait rien. On est forcément impacté puisqu'on est forcément sur nos routes, comme sur toutes nos routes alentours. On circule pas que dans Épernon, les Sparnoniens. Donc on sera forcément impacté. On le sait bien. Enfin, tous les gens qui prennent la voiture savent qu'on est tout le temps sur nos petites routes. Enfin bon. Donc Écoutez. on sera impacté. Et ça, c'est assez évident. C'est évident. Enfin, c'est notre quotidien. Ah ben, si l'entreprise, oui, ils peuvent partir, ils peuvent s'en aller ailleurs. Ça, c'est le risque qu'on prend. Hein. Ça, c'est le risque. Il faut savoir ce que l'on veut dans notre zone industrielle. Hein. Moi, je dis qu'on ne dit pas oui, on ne dit pas non, on n'a pas tous les éléments. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça. Donc, dans ce cas-là, avec mes collègues, on ne va pas prendre part au vote. D'accord. Voilà. Moi, je vais vous demander, il ne faut pas avoir peur, hein. Qui est favorable? C'est pas grave. Qui est favorable? Combien on est d'être favorable? Non, mais là, s'ils s'en vont, il y aura plus de monde. Oui, mais là, faut... S'ils s'en vont, il n'y a plus d'emploi. Puis c'est quand même une zone industrielle, donc si on refuse de l'industrie... Non, mais c'est pas une industrie, c'est un entrepôt de logistique. Ça n'est pas une industrie. Donc ça va être de plus en plus automatisé. Tout le monde le sait. S'ils peuvent supprimer 90% des emplois, ils le feront. C'est quand même le. Bon, donc on n'est voilà. pas Attendez, sur de l'emploi là. Non, mais attendez, on va faire une chose. Bon, Madame Marchand,
Fabrice, Monsieur Amar, vous ne votez pas. Hein, c'est ça. OK. Madame Charrier, non plus. Qui d'autre? Personne d'autre. Maintenant, qui n'est pas favorable? Alors abstention. Non, mais le vote, c'est favorable ou être favorable ou pas favorable. Moi, je suis désolé, c'est quand même contre super assez cavalier quand même de nous envoyer cette décision au dernier moment, parce que j'imagine que Drou et Hanche ont eu des éléments de réflexion en amont. Ils n'ont pas eu ça comme ça d'un claquement de doigts. Ils ont voté comme ça sans avoir d'éléments. Pareil. Ah ouais, mais comment veux-tu qu'on se... Non, mais attendez. C'est quand même super dur quand même. Ah oui, parce qu'il y a des emplois en jeu, parce qu'il peut y avoir aussi des problématiques qu'on pourra rencontrer dans le futur. Ben oui, c'est quand même chaud quand même de nous sortir ça comme ça. Bah oui, Eric a raison. On a passé il y a eu un affichage il y a eu un affichage de mi. Hein. Oui, mais qu'on nous envoie les éléments dans ces cas-là. On sait qu'on a les élus qui vont devoir se statuer dessus. On leur envoie au moins l'information. Au moins, ne serait-ce que de savoir le nombre de personnes qui sont impactées, de savoir tout ça. Non, j'engueule personne, c'est pas ça. C'est que c'est quand même super dur quand même de prendre une décision comme ça. Mais oui, mais allez, je ne demande pas qui est contre. Qui s'abstient alors? Allez, on s'abstient. Donc, Madame Derolle. On se retrouve au pied du mur. On n'a pas eu le temps d'en parler entre nous. Donc, je pense que l'abstention est la plus sage. Hein. Oui, mais simplement, je me permets de faire... Ça ne sert à rien, mais ça nous donne peut-être le temps d'y réfléchir et peut-être... Il va être trop tard. Non, simplement... Ils veulent la réponse pour le 25. Je me permets juste de dire à mes collègues que l'abstention, ça équivaut à dire oui. Ça donne le champ libre. Oui. Ça donne le champ libre aux favorables. Oui, alors de ne pas prendre part au vote non plus alors. Tu peux pas dire que c'est un oui. Je suis désolé, je peux pas l'entendre ça. Donc, vous pouvez aller aussi vous exprimer à la commune d'Audroux, à la mairie. Hein. Vous pouvez faire des remarques, il y a un cahier. Hein. Il y a ce qu'il faut. Hein. Et là, il demande à ce que ça soit le conseil. Moi, je me vois mal. Le jour que nous, on voudra justement... alors, ils sont gentils, mais pour Aptiv, ils nous l'ont déjà fait. Il faut bien le noter, ça. Et ça, c'est resté un peu en travers de la gorge. Hein. Oui. Mais là, ça devient... Peu importe. Excusez-moi, mais alors... Non, mais attendez, moi, je suis d'accord sans être d'accord, parce que là, on devient rancunier, et là, ça va être la guerre. C'est pas une question d'être rancunier. C'est une question qu'on nous prend par la gorge. Je suis pas d'accord. On nous prend par la gorge dans un laps de temps très court. Je suis pas d'accord. Et on nous a mis des bâtons dans les roues, nous, pour développer une entreprise qui, elle, embauchait. Oui, non, mais... Oui, voilà. Excusez-moi, François, j'ai une question. Si jamais on ne répond pas ce soir, qu'est-ce qui se passe? Enfin, non, mais est-ce que ça peut les empêcher? Est-ce que ça peut leur permettre? Est-ce que ça peut... Enfin, c'est quoi les conséquences, quoi? Ils ont été favorables. Hanche a été favorable. Bon, je pense qu'ils sont majoritaires par rapport à nous, je pense. Ok. On s'abstient. On de manifester, ça met au moins la pression pour la prochaine fois, à défaut d'autre chose. Bon, on s'abstient, ok? On fait comme ça? Attendez, parce que moi, il y en a justement, s'ils veulent que ce soit favorable... Bonjour.
Je sais plus ce que j'ai dit. Ah si. C'est juste qu'il nous manque des éléments en fait. C'est pas être pour ou contre. C'est juste, j'ai l'impression, en tout cas moi, j'aimerais bien avoir plus d'éléments. Je suis pas contre en soi, juste un peu plus d'éléments quoi. Voilà, c'est tout. Bon, ben, je sais pas comment dire. Quitte peut-être à se retrouver à un autre moment, j'en sais rien, mais avec des éléments quoi, un dossier, enfin je sais pas, Non, un mais truc. c'est fini. Il y a une date. La date, c'est le 25 novembre. Après, c'est fini. C'est la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous embête? C'est quoi exactement? Bah oui, mais vous rigolez, Madame Marchand. Mais La circulation des camions, alors le risque incendie, c'est une chose, et la circulation des camions sur nos petites routes, dans des zones dont nous savons qu'elles sont accidentogènes, c'est un vrai sujet. Le nombre de camions quotidiens qui va advenir pour un nombre d'emplois très faible et donc un bénéfice probablement en dehors de la question de la friche, puisque le seul argument qui a été présenté dans ce que vous nous avez donné, lu, c'est éviter une friche industrielle. Ok, mais est-ce qu'en échange d'une friche industrielle, des camions par dizaines et dizaines... ça va être une friche, et puis rien ne vous dit que l'entreprise va fermer ses pas. Monsieur, c'est pas la... On prend le risque. Moi, je suis favorable, je vous le dis tout de suite. Non, mais vous avez... Mais c'est la vraie question, c'est quel est l'impact réel sur le quotidien des gens, eu égard au nombre de camions important pour un nombre d'emplois très faible, et donc une valeur ajoutée pour nos communes très faible, en dehors de la question moi, je suis de la mais là, c'est pas un bon signal pour des entreprises qui vont nous entendre, qui veulent venir sur Épernon. On parle et en voyant ce qui se dit, ils viendront pas. On parle C'est une mauvaise publicité que l'on fait. Monsieur le maire, on parle Faites attention à ce que vous faites. On parle d'entrepôts logistiques. On ne parle pas d'entreprises à forte valeur ajoutée. Attention. On parle et à fort emploi. On parle d'entreprises logistiques. Il n'y a pas une histoire, je ne veux pas entendre dire l'histoire de dire qu'on a active, voilà, ceci, cela. Ça devient rancunier, je ne suis pas d'accord là-dessus. Moi, je ne veux pas faire la guerre avec les communes voisinantes. On est là pour le développement de la... Non, puis Aptiv, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable, Aptiv. Non, mais je suis d'accord avec vous, Madame Marchand. Mais là, on est en train de faire une mauvaise publicité. S'il y a des entreprises qui apprennent qu'on est contre ça, qui dit qu'il y a... Moi, réfléchissez bien, mais là, il faut qu'on vote. Entre un entrepôt et expansion, on joue pas dans la même cour, monsieur le maire. Voilà. Qui est défavorable? Allez, qui est défavorable? N'hésitez pas, ceux qui ne veulent pas. Mais moi, je suis favorable. Vous ne votez pas, madame. Bon, ok. Si on avait un argumentaire, ce serait bon. On arrête. On vote. Madame, alors... Madame Marchand, Fabrice Pichard, Monsieur Amar et Madame Charrier ne votent pas, et Monsieur Estampe, voilà. Et en disant qu'on ne prend pas part au vote, c'est clairement parce qu'il nous manque les éléments, ça on va pas revenir dessus, et ça ne veut pas dire qu'on est pour ou qu'on est contre. On va le mettre sur le compte rendu, Madame Marchand, il n'y a pas de souci. Maintenant, qui est-ce qui n'est... Moi je suis favorable. Maintenant, qui est favorable? Qui est favorable? Combien il y en a? Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Madame Derolle. Je vous avoue que je suis mal à l'aise. Parce que... Voilà. Non, alors, vous n'êtes pas favorable, Madame Derolle. Ah, c'est pas que je ne sois pas favorable. C'est juste que... On nous met un peu, enfin, la commune de Dreux pouvait peut-être se manifester avant et nous laisser le temps de réfléchir. Il aurait fallu qu'on le passe au mois d'octobre, ça. Pardon? Il aurait fallu. Voilà, c'est... Ben non, il n'y avait pas de conseil. Il n'y avait pas de conseil. Voilà, bon, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas, ils se sont pas manifestés avant? Je trouve que c'est pas très respectueux non plus vis-à-vis de nous. Il y a eu une enquête publique, Madame Derolle. Ça a été à la mairie.
Il y a eu une enquête publique. Hein. Pas vu. Non, mais ça Attends, prouve bien attends. que les gens ne font pas attention non plus. Oui, mais l'enquête publique, c'était, je sais pas, Ça a, j'ai pas été, vu, ça a mais- été sur le site. Et on demandait au conseil municipal de signer, d'approuver sur cette enquête Non, mais- publique, ça n'avait rien à voir. Enfin, il y a une enquête Notre publique, avis. ok. Pardon, Il oui. y a eu une enquête publique. Mais là, pas ce vu. qu'ils demandent, c'est le conseil. C'est pas. Voilà. Bon, écoutez, Ouais. Bon, ok, 12 favorables et Madame de Roll. bon, ben, je vais être favorable, mais parce que il n'y a pas vraiment, avec cette réserve, disons que c'est Ok, ma alors, ça conscience fait- qui veut ça, c'est tout. Ok, bon. Non, c'est favorable. Arrêtez avec ça, avec le contre. Si, ça y est, c'est fait. Ok. Bon. On passe aux informations diverses. Alors, vous avez le rapport d'activité de la pergola. Le CIEPAR. Vous avez le rapport du président du prix de la qualité du service de l'assainissement. Vous avez le rapport du président sur le prix de la qualité du service de l'eau. Je pense que Madame Marchand, vous avez des questions à poser là-dessus. Je vous ai entendu tout à l'heure. Je les pose maintenant, mes questions. Alors, sur la partie eau, en fait, j'avais quelques questions. Guy, c'est ça. En fait, je les reprends page par page. Alors, j'ai pas les numéros de page, mais je pense que ça doit être la page 12 ou 13. On voit que le nombre de clients, notamment, voilà, a augmenté quand la production a diminué. Comment on l'explique? C'est pas des pièges. Hein. Je te promets que c'est pas des pièges. C'est pas un piège, c'est pas un piège. Enfin, juste pour résumer, jusqu'à maintenant, on considérait qu'une facture d'eau, c'était 120 mètres cubes pour une famille. Ouais. Et la famille, c'est 3-4 personnes à peu près. Et là, on s'est rendu compte que maintenant, ça peut descendre à 100 mètres cubes, même à 80 mètres cubes dans certains secteurs. C'est-à-dire que les gens consomment moins d'eau qu'avant. Voilà. Ça, c'est ce qui est mesuré par les compteurs. Mais Donc c'est on plutôt peut dire une- maintenant, Ah. au lieu de 120 mètres cubes, on a 100 mètres cubes, il y a moins de consommation. Donc c'est la conscience citoyenne des gens qui se dit on va consommer Ah moins oui, d'eau, c'est-à-dire ou on qu'il y en a arrose qui moins font notre attention. jardin. C'est peut-être ça aussi. Ah, il hein. y a peut-être On ça. décide de pas arroser le jardin. Alors, Mais c'était une bonne remarque. Si ça se trouve, il y a eu beaucoup d'eau dans les jardins et on n'a pas arrosé avec l'eau potable. Ça, c'est bien possible. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va voir pour les années suivantes si c'est la même chose ou pas. Le rendement du réseau a plutôt tendance à diminuer, le rendement. Parce qu'en 2022, il était de 85%, en 2023 de 83% et maintenant 82%. Enfin, Comment on explique que au le niveau rendement du il est moins bon? rendement, ben, il varie en fonction des fuites qu'on peut avoir. L'année, l'an 84, on a eu une fuite importante sur la zone industrielle. Et cette fuite importante, on ne pouvait pas couper l'eau instantanément pour arrêter la fuite. Parce qu'on coupait l'eau au niveau des entreprises. Et les entreprises, comme elles ont des processus qui fonctionnent, on est obligé de les prévenir avant de pouvoir couper l'eau, décider d'un certain temps, et puis ensuite pouvoir redémarrer, faire les travaux et redémarrer derrière. Donc là, on a perdu beaucoup d'eau pour ça. Récemment, là, du coup. Voilà, ça c'était une grosse... Mais c'est grosse énorme fuite parce quand que même. sur le volume, Ah oui, mais c'est quand des pourcentages incroyables. Ce sont des canalisations qui desservent la zone industrielle et qui sont assez grosses au niveau diamètre. Voilà. Et- Oui, en consommation d'eau. Il n'y a pas les gens du voyage qui tirent un peu, non? Ah non, non, mais enfin, là, on n'était pas là-dessus, hein, on était sur les rendements. François, on De était la sur les ces rendements. pourcentages, je sais qui tire, mais quand même. Ça veut dire... Non, mais il ne faut pas polémiquer sur les gens du voyage. Je ne pense pas que ce soit le lieu. Ce que je peux dire aussi au niveau de ces rapports, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un comité syndical qui s'est réuni là-dessus, c'était le 26 septembre, qui a pris ces rapports. Il y en a un qui fait 75 pages, l'autre en fait 50 à peu près, quoi. Et donc c'est là qu'on
on présente tout ça et qu'on peut discuter de tout ça. Enfin, je crois qu'au niveau du conseil municipal, bon, on ne va pas rentrer dans des... Je ne voudrais pas qu'on rentre dans des débats comme ça quand même. Ce que j'ai vu également, c'est que les branchements en plomb, depuis 2021, apparemment, on n'en a pas supprimé. Est-ce à dire qu'il n'y en a plus? Ça veut dire que les branchements en plomb, officiellement, on n'en avait plus. Mais on en a retrouvé. On en trouve, quand on fait des travaux, on en retrouve quelques-uns. Alors maintenant, branchement en plomb, il y a deux choses. Il y a le plomb qui va du réseau jusqu'à l'habitation. Mais souvent, le plomb qui reste, c'est entre la limite de l'habitation et puis l'habitation. Et puis le réseau. Ah ouais. Donc c'est au privé à faire. Mais quand on fait des travaux, par exemple, là, on va faire des travaux rue Saint-Denis, et bien là, si on trouve des branchements, on va les réparer. Enfin, les changer. Après, j'en arrive à la tarification. La hausse du prix de l'eau potable s'explique par la hausse de 8,41%. Ça s'explique par la hausse du délégataire de 1,27% et de la part syndicale de 31,79%. Je me suis dit, qu'est-ce qui explique que la part syndicale ait augmenté autant? Alors, voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faudra assister aux comités syndicaux. Ce qui fait que, enfin déjà, au niveau de la facture d'eau, il y a une évolution. L'évolution, c'est au niveau des redevances que l'on reverse, au niveau des AESN, enfin, les agences de l'eau. Là, il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'antérieurement, quand on travaillait bien sur l'assainissement, on avait une prime d'assainissement. Et puis, je ne sais plus ce qu'il y avait. Je crois que c'est un document là-dessus. Je vais essayer de le sortir. Il y avait la lutte contre la pollution, il y avait la modernisation du réseau. Et donc ces trois choses-là, la prime, donc quand on travaillait bien, la lutte contre la pollution et la modernisation du réseau, ces trois, on va dire, redevances disparaissent. Elles sont remplacées par une redevance consommation d'eau potable, une redevance performance des réseaux d'eau potable et une redevance performance des réseaux de collecte. Et donc ces redevances, au lieu maintenant d'avoir une prime quand on travaille bien, on va payer quand notre réseau sera mauvais. Voilà. Donc ce que nous ont dit les agences de l'eau, il faut qu'on remette nos réseaux en état, nos réseaux d'eau potable. Ça va coûter cher, ça va augmenter les factures d'eau. Donc au niveau du syndicat, enfin au niveau de l'agence de l'eau pour 2025, vous avez une diminution du montant de la redevance. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas mis de pénalité. C'est-à-dire que ce sont les chiffres de l'agence de l'eau de base. En 2026, ils vont nous mettre une pénalité, mais qui sera fonction de ce qu'on appelle, c'était une estimation, parce qu'ils ont des moulinettes qui sont en cours. Ils sont en train, au niveau national, de récupérer toutes les informations sur les réseaux, façon de pouvoir ensuite appliquer leur nouvelle redevance. Donc ça sera sur une estimation. Nous, on aura une estimation en 2026 qui devrait être correcte, normalement. Bon, et après, seulement en 2027, on aura les vrais chiffres de l'eau, en fonction de l'état de notre réseau. Mais est-ce que tu sais dire l'impact que ça a sur le prix de l'eau pour le citoyen? Parce que je non, vais comprendre tout. Pour l'instant, je ne sais pas dire. J'ai pas de... Parce que nous, on voit qu'elle augmente, on voit qu'il n'y a pas d'investissement, on voit que... Voilà. Alors, et du coup... Maintenant, j'ai pas fini. Alors, maintenant, c'est pourquoi le syndicat a augmenté. Alors, le syndicat, au niveau de l'eau potable, il n'a pas beaucoup augmenté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un abonnement. C'est-à-dire qu'il y a un abonnement sur l'eau potable et un abonnement sur l'assainissement. Jusqu'à maintenant, quelqu'un qui avait une résidence secondaire, qui ne consommait pas d'eau, facture à zéro, et il ne payait rien du tout, mais il y a quand même le réseau qu'il faut mettre, et puis lui, il ne payait rien là-dessus. Donc maintenant, on a mis 15 € pour l'eau potable, 25 € pour l'assainissement, voilà, pour que tout le monde paye, on va dire, au niveau du réseau. Donc ça représente quand même 40 € sur une facture 120 mètres cubes, enfin, n'importe quelle facture d'ailleurs, c'est 40 €. Et 40 € par rapport à 90 €, un petit peu plus de 90 € qui augmentent. Donc sur les 90 € d'augmentation, il y a 40 € d'abonnement déjà. Voilà. Et maintenant, au niveau du syndicat, on va construire une nouvelle station d'épuration. Donc on a été obligé de monter un petit peu la redevance pour le syndicat, pour la station d'épuration la nouvelle. Voilà.
Parce qu'effectivement, mais ça je vais y finir après, ce que j'ai vu, c'est que les comptes sont sains, qu'il y a de l'argent, mais par contre, voilà, depuis quelques années, il n'y a pas d'investissement particulier. C'est quoi le plan d'investissement à venir? Donc là, tu es en train de parler qu'il y a une station d'épuration et qui va être construite où? Et qui va être à côté de la station de l'eau. D'accord. C'est-à-dire, c'est derrière Anche là-bas. Et ça sera dans quelle échéance? Quand on aura toutes les autorisations, il nous faut 4-5 ans pour arriver à faire le dossier et puis à construire, etc. Donc c'est pour ça qu'actuellement... Il y a 1 ou 2 ans d'administratif, on va dire, et puis après, derrière. Enfin, 2 ans d'administratif, je pense. Je continue mes petites questions. Dans les indicateurs de performance, il y a l'indice linéaire des pertes en réseau. Alors c'est peut-être la même question que tout à l'heure. C'est lié au 83, oui. En fait, l'indice de perte en réseau, en fait, il augmente régulièrement depuis 2019. Il y a quand même une tendance. 4,21, 5,21, 5,25, 5,27, 5,20, 5,57, ça augmente toujours un peu. Donc il peut y avoir des cas exceptionnels comme celui que tu viens d'expliquer, mais il n'empêche que c'est une tendance de fond, que ça augmente tout le temps. Alors là, je ne sais pas répondre. C'est la perte en eau du réseau, donc voilà. Oui, mais enfin, l'eau, elle va devenir rare. Oui. Alors je change de casquette au sujet du réseau d'eau potable qui vous donne les indices de perte en ligne, les indices de rendement. Il faut savoir que tous les ans, comme nous, le réseau vieillit. Et il a déjà un certain âge. Et plus il vieillit, plus il est fragile. Le syndicat a anticipé une action plus ciblée sur le vieillissement des réseaux, parce que c'est pas parce qu'un réseau est vieux qu'il est forcément fragile. En revanche, il faut qu'on sectorise l'intégralité des 83 km de réseau d'eau potable pour connaître les secteurs les plus fuyards. Des compteurs de sectorisation vont être installés qui vont nous permettre de faire un delta entre l'eau consommée et l'eau distribuée. Et en comparant les compteurs de sectorisation, les volumes distribués et les volumes produits, on va dire, on va pouvoir cibler davantage les réseaux qui sont plus fuyards, parce que des fois c'est insignifiant, c'est des, je ne vais pas dire des suintements, mais presque sur des grands linéaires, et ces suintements sont très difficiles à identifier. En revanche, avec les compteurs de sectorisation, on va pouvoir plus cibler les interventions et renouveler le patrimoine de manière plus, comment je vais dire, plus efficiente qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Les compteurs de sectorisation, je vois bien l'idée, c'est que d'un bout à l'autre, on mesure effectivement les écarts. Ça veut dire qu'il y en a combien qui seront installés? Là, sur l'intégralité du réseau, c'est 8 compteurs de sectorisation. Oui, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme, mais quand... alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand vous couplez les compteurs de sectorisation, les volumes distribués, les volumes produits, la nature de la canalisation et son âge, vous ciblez davantage. Donc on a une bonne connaissance de notre patrimoine, c'est déjà ça. S'il y a aussi des syndicats ou des communes qui ont des canalisations sans savoir où elles passent ni en quels matériaux elles sont, et encore moins de quelle époque elles datent, nous on a toutes ces valeurs. Donc ça nous permet quand même de cibler. Les premiers compteurs de sectorisation sont installés, il y en aura sans doute d'autres par la suite. L'idée c'est vraiment de mailler l'intégralité du réseau pour être le plus efficace possible sur les pertes en ligne. Mais je pense que la nature des canalisations, c'est extrêmement important de savoir un peu ce que c'est. À titre personnel, ou même à titre d'élu, ça m'intéresse de savoir, est-ce que c'est 50% en PVC, est-ce que c'est de la terre, est-ce que c'est je ne sais trop quoi comme canalisation, ça m'intéresserait de le savoir. Alors j'ai plus les pourcentages exacts, mais en fait vous avez beaucoup de fonte ductile, donc la fonte c'est quand même un matériau qui est fort intéressant. On a encore quelques canalisations en amiante qui, elles, sont fragiles et qui posent tout un tas de problèmes lors de la dépose. C'est pas de l'amiante friable, mais au moment où elles sont déposées, ça peut le devenir. On a quelques canalisations en polyéthylène haute densité et très peu en PVC. Et celles-là sont pas spécialement fuyardes, mais peuvent dégager des composés polycycliques. Voilà. C'est ça. Et je voulais en venir là aussi, c'est que dans l'analyse, là, je ne vois rien sur une analyse de PFAS. Donc ce qu'on appelle les polluants éternels, qui est aussi un autre sujet. Donc il y a la problématique des canalisations en plastique, moi je vais appeler ça comme ça, qui dégagent aussi des produits pas terribles pour l'eau.
Mais il y a aussi toute la problématique des PFAS, donc ces polluants éternels. On va être obligé, à partir du 1er janvier 2026, de faire ces analyses-là. J'aimerais savoir à Épernon si on a fait ces analyses, où est-ce qu'on en est comme connaissance sur le contenu de ces PFAS dans l'eau. Je vais rendre la parole au président, même si j'ai les éléments. Mais... Oui, enfin, pour les PFAS, on est en train de passer c'est un contrat de façon à avoir du côté de Veolia ces documents pour 2026. Oui, parce que c'est une question que j'avais déjà posée la dernière fois, et là, ça va être obligatoire, donc on n'a plus le choix maintenant. Mais nous, on en fera partie. Maintenant, je ne sais pas si ça sera partout, je ne me souviens pas. Si, alors effectivement, comme le disait le président tout à l'heure, le prix de l'eau maintenant se décompose avec tout un tas de paramètres, dont la connaissance des réseaux, la capacité de savoir ce qu'il y a dans l'eau. L'analyse des PFAS en fait partie. C'est une obligation rendue à partir du 1er janvier 2026, mais qui doit se mettre en place à partir du 1er janvier 2026. Nous, on est en train de contractualiser avec notre délégataire pour qu'on puisse avoir, 6 mesures par an, 4 ou 6 mesures par an de PFAS, pour pouvoir aussi, là encore, rajouter une corde à notre arc et prouver que notre réseau est fiable et qu'on se donne tous les moyens pour avoir une autre qualité. Tout ça pour avoir la meilleure note possible qui permet de diminuer la taxe de l'agence de l'eau sur le prix de l'eau du consommateur. Alors là, je parle du prix, mais bien sûr, derrière, il est question de santé publique, de pollution et tout ce qui s'ensuit. Donc ça a vraiment été pris en compte par les élus du syndicat. C'est un dossier qui est relativement lourd à monter parce que les polluants sont dans des proportions infinitésimales qu'il faut savoir doser. Et la vraie question aujourd'hui, c'est de trouver le laboratoire d'analyse assez fiable et assez compétent pour le faire. Mais on est en bonne voie. Et quand on parle de PFAS, en fait, c'est peut-être une dizaine ou une quinzaine de molécules, ouais, sachant qu'il en existe des centaines. Et c'est vrai qu'il y a eu une carte dans les journaux là, qui est parue où il y a énormément de communes qui ont déjà anticipé cette difficulté-là. Donc c'est pour ça que je m'impatientais à l'idée d'avoir ces éléments pour Épernon. Parce que je pense qu'il y a une vraie problématique sur l'eau et que c'est un sujet que vous m'entendez m'exprimer sur ce sujet-là tous les ans depuis que je suis élue, mais je trouve qu'on n'avance pas assez sur ce sujet. Ah bon, même si on est collectivement responsable de la situation. Mais je pense qu'il faut aussi anticiper toutes ces problématiques-là et pas attendre que ça nous tombe sous le coin du nez. En parlant d'anticiper, on a une station qui est à l'abîme, qui a déjà les équipements pour filtrer. C'est-à-dire que ces équipements filtres ne sont pas partout en France. Nous, on l'a déjà à l'abîme. Voilà. Qui filtre les polluants éternels ? Oui. D'accord. C'est des filtres à carbone. Enfin, je pense que Thierry peut confirmer. Ou infirmer. Oui. On a des filtres à charbon actif et des géomembranes. La phase d'après, c'est l'osmoseur. L'osmoseur, c'est juste colossal. Hein. C'est en termes de consommation. On est capable de faire de l'eau plus pure que pure. Là aujourd'hui on a un système de filtration efficace avec des charbons actifs qui sont régulièrement changés et les géomembranes qui sont tout en même temps. Oui, parce que ça c'est le sujet, c'est d'assurer l'entretien régulier. Ouais. C'est comme l'eau de Javel, comme je dis. Ça c'est des systèmes automatisés et on ne contrôle pas toujours, c'est pour ça que notre eau des fois elle n'est pas bonne du tout. Notre eau, elle est bien sûr chlorée parce qu'on est obligé de chlorer l'eau. Mais sinon, on a 2 forages. Enfin, surchlorée, je ne sais pas. Elle l'est moins. J'avais fait une analyse une année où j'avais vraiment démontré qu'à Épernon, elle était vraiment beaucoup plus chlorée que partout ailleurs dans l'environnement. Depuis, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été changées parce que je trouve que c'est moins fréquent. Mais comme quoi il faut le suivre, hein. On peut pas toujours compter sur les systèmes automatisés, hein. Je pense qu'il faut aussi contrôler. On avait demandé à Veolia de baisser un petit peu parce qu'il y avait un peu de chlore, donc je crois qu'il y a eu un résultat, un peu trop de chlore. Mais enfin, si vous voulez, ça pouvait modifier, certains goûts. Hein. Ils prenaient des précautions parce que le chlore, qu'est-ce que c'est ? Ça enlève des bactéries. Oui, bien sûr. Mais ça pouvait modifier certains goûts, notamment dans l'été, les cafés, etc. C'était puissant par rapport à ce qu'on connaît par ailleurs. Quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est bon, Madame Marchand ? C'est bon ? En information, ça me touche personnellement. C'est pour ça que je vais faire un communiqué ce soir.
Et on m'a demandé de le faire. Beaucoup de gens me l'ont demandé, c'est la ressourcerie. Je ne veux pas de débat là-dessus, c'est un communiqué que je fais. C'est-à-dire que je suis désolé de ce qui est arrivé à la ressourcerie. Je le dis bien, je suis désolé. Mais de là à dire que la commune et mon nom a été cité de n'avoir rien fait, alors moi je vais vous donner toute une liste de ce que j'ai fait. Sachez qu'ils sont arrivés en 2019. Toute entreprise qui vienne, qui s'installe, on a eu des dentistes qui sont installés il n'y a pas longtemps, avant de venir s'installer, ils viennent à la mairie et ils me demandent. Et on en discute. La ressourcerie, ça a été l'inverse. Moi, j'ai appris qu'en 2019, ils étaient installés rue de la Madeleine. Ça faisait 2 semaines, mais ils ne sont pas venus me voir pour me demander, voilà, on va s'installer, on peut discuter. Il y a un principe. Le principe n'a pas été pris. Je me suis déplacé en 2019 avec la responsable de l'urbanisme, la police municipale, pour aller voir. Je peux vous dire qu'on en est ressorti, j'aurais pu faire un arrêté puis tout fermer. J'avais l'épée Damoclès sur la tête. Et ils m'ont dit, mais monsieur Bellhomme, allez-y, fermez, il y a les élections qui arrivent. Tête quelle. Donc, j'ai rien dit. Mais je savais que ça allait apporter préjudice dans ce secteur. Je répète, je suis désolé, parce que ce qu'ils font, c'est très bien. Je ne suis pas contre, mais pas du tout. Il faut savoir que le 16 janvier, alors moi, j'ai fait le tour de la zone industrielle, et moi, personnellement, j'ai fait appel à M. Duvauchet, je peux me permettre de le dire, le garage. Il est venu en mairie, je lui ai expliqué, voilà ce qui se passe, est-ce que vous serez d'accord pour vendre votre garage? Il a dit tout de suite oui. Donc, le 16 janvier à 14 h, j'ai donné rendez-vous au garage Duvauchet, que j'ai reçu auparavant en mairie, bien entendu. Alors ce jour-là, il y avait le responsable de la ressourcerie, il y avait la comptable de la ressourcerie, et il y avait M. Delannoy de DGS présent, pour leur faire voir le garage. Il y avait, il y avait aussi le responsable qui gère le CRST de la communauté de communes qui était présent. Voilà. Il y avait aussi France Active, une personne de chez France Active, une autre personne de l'État, il y avait une personne de la région, il y avait une personne de la BGE 45, réseau d'appui aux entrepreneurs des associations, que j'ai mis ici autour de la table pour en discuter. D'accord? C'est-à-dire qu'on leur a laissé la réflexion. Le 24 janvier, en visio, avec la région, là, ici même, il y avait 2 personnes de la région. Il y avait la personne du CRST pour savoir s'ils avaient réfléchi concernant ce garage. Rien. Je dis bien rien. Donc, j'ai rien dit. J'ai dit, écoutez, on laisse tomber. Mais je me suis battu. Parce que le 13 juin, j'ai donné rendez-vous aux 4 filles pour visiter les locaux accueillis par le responsable de la société GPS Logistique en présence du responsable. Vous voyez où ça se trouve, GSP Logistique? Vous avez un bâtiment. Alors là, ce n'était pas celui-là qui était en face, hein, c'est celui-là qui était au fond. Il y a une grille blanche d'ailleurs. On peut ouvrir. Tout était là devant eux. On est bien d'accord? Niet. Alors j'ai dit, écoutez, on va réfléchir. J'ai demandé à avoir une autre rendez-vous au même endroit, mais dans les locaux. Lorsque vous arrivez, vous avez des bureaux qui sont en friche, là, ils ont visité. C'est moi-même qui m'en ai occupé. Et qu'on vient de dire que je n'ai rien fait, ben franchement, c'est désolant. Moi, j'avoue, c'est désolant. Je me suis battu pour qu'ils restent sur Épernon. Et les tarifs étaient moins chers que là où ils sont, c'est 4 000 € par mois. Et l'année prochaine, ça va être 8 000 € par mois à Galardon. Et ici, c'était moins cher. Alors pourquoi ils ne sont pas restés? Pose-leur la question. Moi, je suis désolé. Franchement, je suis désolé de ce qui est arrivé. Donc maintenant qu'on arrête, maintenant ce soir, je ne veux pas qu'on fasse de débat, mais je voulais faire ce communiqué parce que je ne sais pas quoi dire. Le 23 octobre, ils étaient là. Il y avait le secrétaire, le directeur de la préfecture qui était présent avec son collègue. Il y avait M. Delannoy, je crois, qui était là. Madame Roussel. Et j'ai demandé à M. Bruno Estampe de venir. Il a été très correct et je le remercie. Il était là ce jour-là.
Et il n'est pas là ce soir, mais je le remercie. Il m'a dit, je viens, j'écoute. Parce que, parce qu'il faut savoir que l'expulsion n'est pas due à la commune, n'est pas due à moi-même, il est dû au propriétaire. D'accord? Et je peux vous garantir que le secrétaire général leur a dit que M. Bellhomme, il avait l'épée de Damoclès depuis 2019, parce qu'il y aurait eu un grave accident, il y aurait eu un feu, il y aurait eu des morts, c'est moi qui partais avec les menottes. Hein. Je peux vous le dire. Et puis j'ai eu des plaintes, des personnes qui sont venues me voir, les riverains, ils n'en pouvaient plus. Le samedi, je ne sais pas si vous voyez les circulations, il n'y avait pas d'arrêté, il n'y avait rien. Hein? Donc, ce que je veux dire ce soir, je répète, l'action qu'ils mènent, je suis d'accord. Ils font de l'insertion, il n'y a pas de problème. Mais ils ont été incorrects. Voilà. C'est dommage ce qui est arrivé. Mais j'ai tout fait pour qu'ils restent sur référendum. J'ai tout fait. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce que je voulais juste revenir sur le rapport d'activité de la médiathèque. Ah oui. Avec juste deux choses qui m'ont interloquée. C'est pourquoi est-ce qu'on n'a aucune matinée pour tout public? Et puisque quand on dit, ou alors je ne sais pas lire, mais pour tout public, les horaires tout public sont strictement l'après-midi, sauf le mercredi matin. Voilà, ça m'a un peu interloqué de savoir est-ce qu'on peut pas, parce que c'est contraignant pour les gens qui ont peut-être des habitudes différentes et qui ont peut-être envie de plutôt qui sont plutôt souvent dehors le matin. Vous voulez dire que le mercredi matin c'est fermé? Non, il y a le mercredi matin, ouais. Mais c'est le seul. Oui, mais en semaine, je parle de la semaine. De la semaine. Je m'interroge pourquoi est-ce que est-ce que vraiment on ne peut pas laisser l'accès plus libre le matin pour tout public? Voilà, c'est une question. C'est-à-dire qu'il y a des moments où non, parce qu'il n'y a pas non plus une activité énorme qui pourrait dire il y a trop de monde qui débarque en même temps. Voilà. Il faut qu'ils préparent quand même. Hein. Il y a ça, et puis il y a également déjà l'organisation du temps de travail, et il y a du scolaire, effectivement. Oui, je sais bien. Et donc ce sont les scolaires qui passent le matin. J'entends bien, mais voilà, je me permets, ça m'a interloqué de me dire, mais on oblige quand même. Je trouve ça un peu curieux pour une médiathèque, une bibliothèque, qu'elle soit accessible de manière aussi restreinte pour tout public. Voilà, je me permets de faire la remarque. Non, on ne peut pas dire ça. Non, c'est pas restreint. Eric, si. Il y a deux matinées dans la semaine. C'est votre point de vue, Madame Charrier. C'est effectivement mon point de vue. Parce que j'aimerais bien que le public puisse aller. Éventuellement, à la limite, j'aurais tendance à dire le mercredi matin, réservons aux enfants, mais le reste de la semaine, si on pouvait le laisser ouvert à tous le matin. Non, mais si on pouvait le reste de la semaine ouvrir à tous le matin, moi, ça me semblerait logique. Bon, si ça peut ne pas vous le sembler, moi, pour moi, une bibliothèque, c'est ouvert tout le temps pour tout le monde. Voilà, c'est assez simple. Il faut quand même, eux, qui travaillent, ils ont de l'administration à faire, ils ont des... Oui, arranger les livres, ils ont plein de choses à faire. J'entends bien, mais je trouve ça étonnant. Je trouve ça curieux. Pour moi, une bibliothèque, c'est un lieu où on peut aller durant toute la journée. Voilà, voilà. Je me permets de faire cette remarque que j'aimerais que notre médiathèque puisse être accessible à tous les jours, avec éventuellement une différence pour le mercredi matin, parce qu'effectivement, là, il y a la question des enfants qui est un peu particulière. Et la deuxième chose qui m'a interloquée, alors c'est que je n'ai pas le... Oui, mais les familles... Enfin bon, ils sont libres, c'est ça que je veux dire. La deuxième chose qui m'a interloquée, c'est qu'on n'a pas le montant des recettes. Voilà, enfin, j'ai pas trouvé le montant des recettes, en tout cas. Mais là, ça, c'est la BDEL. Hein. L'activité de la médiathèque, c'est pas ceci. Hein. On en a de la médiathèque, je crois pas la médiathèque. Mais c'est la bibliothèque, là. Oui, c'est la bibliothèque d'Eure-et-Loire, ça. Il y a écrit commune et Pernon. Oui, mais... Il y a écrit commune et Pernon sur le document. Oui, mais... C'est la BDEL. C'est pas la médiathèque, c'est la BDEL. C'est la partie du département pur. La BDEL. C'est pas très clair. Dans la médiathèque. Ah bon, ok. Alors, j'ai une autre c'est une subtilité qui a dû m'échapper. Mais bon. Non, mais on a un autre rapport d'activité. D'accord. Ok. Ce qui explique. On a le rapport d'activité de la médiathèque d'Épernon qui a été faite par la responsable. Ce qui veut dire que ça concerne la commune d'Épernon, mais
il y a quelque chose qui est troublant. Enfin, bon, peu importe. Ok, je prends note. Je creuserai ça. Et l'autre chose qui m'a surpris, c'est que il y a écrit action au sein de l'établissement. On nous parle de séances de compte, de clubs d'ateliers d'écriture, de conférences, etc. Et j'étais surprise par le nombre d'événements, qui est plutôt sympathique, et par contre la faible nombre de populations touchées. Donc ça me semblait un sujet qu'il faudrait travailler, parce qu'on devrait... Vous dites un faible nombre de personnes. Si vous prenez, je prends l'exemple conférence, rencontre, lecture, pour tout public. 18 pour enfants non concernés. Population touchée, 151 personnes. Il faut qu'on voit le rapport. Oui, mais 18 événements qui touchent 150 personnes, et on retrouve le même type de choses pour les séances de compte. Ça fait beaucoup d'événements pour toucher peu de monde. Donc ça m'interroge sur pourquoi est-ce qu'on touche aussi peu de personnes par événement, parce que c'est un travail considérable de monter un événement, c'est toujours du travail. Pourquoi est-ce qu'on touche, ça fait en gros 8 personnes par événement? Non, je pense qu'il y a plus que ça. Alors, en tout cas, c'est présenté... Oui, mais ça, moi, d'ailleurs, on vous l'a remis dans les mains, mais franchement, moi, quand je l'ai vu, ça n'a rien à voir avec le rapport d'activité de notre médiathèque. C'est pour ça que ça m'a interloqué, parce que nous, c'est le rapport qui nous a été envoyé. Je lis le rapport qui nous a été envoyé et je m'étonne de... Voilà, il y a quelque chose qui est troublant de dire beaucoup d'événements pour peu de personnes, de quoi s'agit-il? Ça touche les enfants, c'est des tout petits. Non, mais c'est pas les adultes. Alors, je reprends. Conférence, rencontre, lecture, oui, pour tout public. 18. Oui, mais... Pour enfants, il n'y a pas de Mais ce rapport, c'est la BDEL. Peu importe, vous nous envoyez un rapport, on n'est pas là pour le commenter? Ben alors je répète, je m'étonne, peu importe soit la BDA, je m'étonne qu'on monte 18 événements pour toucher 150 personnes quand il s'agit de tout public, écoutez, et 23 événements pour toucher 180 personnes quand il s'agit des enfants. Non, mais écoutez, c'est tout. Donc, quid? On l'a présenté, le bilan d'activité. Vous l'avez eu, Madame Charrier? Mais là, je vous parle de... Non, pas celui-là, l'autre. La médiathèque. Ça n'a rien à voir avec ces chiffres. Ça n'a rien à voir avec ces chiffres. Donc il y a quelque chose qui est un peu... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication sur la différence entre les choses? Ah oui, moi-même. Et pourquoi, à ce moment-là, pourquoi on nous envoie un rapport s'il n'y a pas à le commenter? Il n'empêche que les chiffres qui sont là sont... Voilà, il y a des choses qui sont troublantes, des horaires qui sont qui me trouble, et je le dis puisqu'on nous donne ce rapport à commenter, à travailler. Quelle heure est-il? Alors, 22h17, le prochain conseil, 15 décembre. Alors, le prochain conseil, le 15 décembre. Est-ce qu'on peut avoir des informations? Quand est-ce qu'on aura les informations pour le train? Pour le problématique des travaux du train. Monsieur Bonnet. Et sur la question de l'accès de l'immeuble de la rue Paul Pain-Levé, est-ce que la procédure a avancé ou pas du côté de la levée de l'arrêté pour la rue Paul Pain-Levé? Ça y est, il est passé ce matin. Mais quand c'est qui il? L'expert qui a été... L'expert du tribunal? Oui. Okay. Il est venu ce matin à 9h. Et réponse, il vous a donné une date de réponse? La réponse, le salon de coiffure, elle va pouvoir justement s'installer, mais il faut faire appel à l'Enedis parce qu'il n'y a pas de courant, donc il y a ça, il y a l'eau aussi, donc ça va demander malheureusement un certain temps, mais elle pourra commencer à travailler. Tant mieux. Tant mieux. Maintenant, c'est Enedis, il va falloir les bousculer. Hein. Le train. Donc, concernant le train, il y a eu une réunion il y a quelques semaines, quelques jours, semaines sur ce sujet. Donc il y a confirmation des travaux qui auront lieu de janvier, qui démarreront au mois de janvier 2026 jusqu'en octobre. Le plan de circulation n'est aujourd'hui pas encore défini. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura les 3 premiers trains du matin en semaine qui ne circuleront pas. Ça veut dire le premier train sera à 6h04 le matin. Je suis désolé, je n'ai pas noté l'horaire pour le retour le soir. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai à cet instant, comme information. Ce que je peux également vous dire, c'est qu'il y a une autre réunion qui est prévue avec la SNCF et la région à laquelle nous participerons
début décembre, où on évoquera différents sujets et entre autres les travaux, en espérant avoir d'ici là le plan de circulation. Ce qui a été convenu, c'est que le plan de circulation soit communiqué au plus tôt par les services de la SNCF. Je suis désolé de ce que je viens de formuler, c'est au plus tôt. Donc voilà, tout de suite, je ne saurais pas le vous donner, mais nous ne manquerons pas, et la SNCF surtout, de communiquer plus à même sur ce sujet. Et vous nous aviez parlé de la fin des soirées, de la fin de journée aussi, sur la question de l'absence de train. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que les travaux du lundi au vendredi, il n'y aura pas de circulation de 22h10 à 5h43. Et du vendredi au samedi, ce sera de 23h05 à 7h10. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure pour le premier train, parce que j'ai les horaires sous les yeux, c'est 6h04 en tout cas, le premier qui passerait, j'emploie le conditionnel, je n'ai pas le plan de circulation. Et donc, comment font les Sparnoniens? Qu'est-ce qui est prévu pour que les gens, parce que ça fait quand même beaucoup de trains qui ne vont pas circuler, ça interdit notamment toutes les soirées. Donc qu'est-ce qui est prévu pour permettre aux Sparnoniens et autres usagers concernés de circuler? Encore une fois, je me répète, j'en suis désolé, je ne connais pas à l'instant T le plan de circulation, les mesures qui vont être prises, est-ce qu'il y aura des transports qui seront mis en place par bus ou autre, je ne le sais pas à cet instant. Et je ne peux pas vous en dire plus là. Les travaux dureront, enfin ce que je vous ai dit, je peux pas vous dire mieux. Ok, merci. Non, mais de toute façon, c'est bien pris en compte. Et puis il y a différents sujets qui seront abordés début décembre avec eux. Ok. Bon, il est 22h21. Merci et je vous souhaite une bonne fin de soirée.